J'ai été trompée pendant 7 ans. Est-ce que c'est forcément du coup un red flag d'avoir un coup de foudre alors? Cette réaction intense, c'est pas toujours l'amour. Il faut se concentrer à chaque fois sur une personne. Non, je suis pas d'accord. Ah bon? L'idée, c'est d'aller confronter. D'aller sur une appli, je vois 20 personnes. 20 personnes! J'adore la théorie, mais moi j'ai besoin de conseils concrets. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Je peux te faire un vocal, le podcast où on parle de plein de sujets différents. Et l'un de mes sujets préférés, vous savez, c'est l'amour, les relations, etc. Pour parler de ce sujet, je ne suis pas seule, j'ai une invitée de taille. C'est une coach certifiée en amour qui fait ce métier depuis maintenant 8 ans. C'est Sandy Kaufmann. Bonjour tout le monde. Merci pour l'invitation, Aveline. Merci à toi pour avoir accepté mon invitation. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous me connaissent au travers de mon podcast S'ouvrir à l'amour. Je suis coach et thérapeute psychocorporelle. Ma vision du coaching amoureux, c'est que tout ce qu'on répète dans les relations, c'est souvent une répétition de ce qu'on a appris en étant enfant. Et cette vision inconsciente de l'amour, en fait, elle ne se trouve pas dans notre tête, mais au niveau de notre système nerveux, de notre système de survie. Et j'ai 2 livres. Le premier, c'est S'ouvrir à l'amour. Et le deuxième, c'est Les couples heureux osent aborder les sujets qui fâchent, où je donne toujours des conseils de coaching et de régulation du système nerveux. Je suis trop heureuse d'avoir Sandy sur le podcast parce que je sens que là, on va pouvoir parler vraiment de théorie. On sent que tu as beaucoup d'expérience dans le domaine, que tu as coaché beaucoup de personnes, tu as écrit des livres carrément sur le sujet. Donc là, on va vraiment apprendre beaucoup de choses. Ça fait combien de temps que tu exerces du coup? Ça fait 8 ans maintenant. Avant d'être coach, j'ai personnellement eu beaucoup de difficultés en relation. C'est un petit peu finalement ça qui m'a poussée à aller trouver des solutions. Comme je te le disais en off, en fait, j'ai répété pendant plus de 7 ans le même schéma où c'était le schéma de trahison. Les hommes me quittaient toujours pour une autre femme. Et c'était pas faute de me remettre en question et d'essayer de voir qu'est-ce que je pouvais changer à chaque fois. Et donc après toutes ces recherches-là, en fait, j'ai trouvé mes solutions. Et c'est ce qui m'a amené plus tard à vouloir aussi aider les personnes qui ont ce même genre de difficultés. Et moi, ce que j'ai envie de savoir, et ce que tout le monde a envie de savoir, c'est comment tu as fait pour sortir de ton schéma. Ça faisait 7 ans que tu étais dans le même schéma amoureux, ouais. Où tu te faisais toujours trahir, c'est bien ça? Exact, ouais. Ça fait combien de relations du coup? Alors, mes relations, elles duraient pas plus que 3-4 mois. Des fois, la relation qui avait duré le plus longtemps, c'était 1 an. Et à chaque fois, en fait, je me remettais en question. Est-ce que j'étais trop exigeante, pas assez exigeante? Est-ce que je choisissais la mauvaise personne? Est-ce que je communiquais pas assez ce que je voulais? Est-ce que je choisissais pas assez le partenaire? Et puis, j'essayais en fait à chaque fois de me remettre en question, mais à chaque fois le résultat était le même. Et tu te disais que c'était de ta faute du coup, puisque tu te remettais beaucoup toi-même en question? Oui, je me remettais, je pense qu'il y a toujours un 50-50 dans les relations, donc la part de l'autre c'est la part de l'autre, mais j'essayais vraiment de regarder quelle était la part que j'avais moi. Et j'avais aussi fait le lien entre ce que j'avais vécu dans mon enfance. Mes parents ont divorcé quand j'avais 3 ans et demi, pas de manière diplomatique, il y avait beaucoup de conflits, beaucoup de rapports de force. Donc j'avais bien conscience que j'avais pas une vision très positive de l'amour, mais simplement le fait d'en prendre conscience, ça ne changeait pas mon problème. J'avais toujours ce résultat et on va dire que plus ça se répétait, plus j'avais peur, c'est-à-dire que je commençais à peine une relation, la personne que je rencontrais commençait à ne pas me répondre rapidement à mon SMS, j'avais la boule au ventre, j'avais l'impression que le sol s'effondrait et j'étais déjà dans ma tête en train de faire le scénario, bon c'est ok, il va partir, il va me quitter, je vais à nouveau répéter ce schéma. Ok, ce que tu veux dire, c'est que prendre conscience que oui, je suis dans des schémas répétitifs, oui, je date tout le temps des hommes indisponibles, ça suffit pas pour arrêter d'attirer systématiquement ces hommes. Juste savoir que tu as un problème ne suffit pas à le guérir. Exactement. Et surtout, si on pense changer le problème simplement en conscientisant la chose, ça ne marchera pas. Dis-nous ce que tu as fait. J'ai fait plusieurs choses. En fait, pour changer ces schémas appris, il faut déprogrammer
ce que notre système nerveux a appris tout au long de notre enfance. Donc, comment ça se passe ? Nous sommes des mammifères sociaux, c'est-à-dire que quand un enfant naît, il n'est pas capable de survivre sans ses parents. Dans les 7 premières années de vie, toutes les gestuels de tes parents, tous les comportements, pas seulement de tes parents, mais aussi de tout ton environnement, ça va constituer la base de données de l'enfant, et c'est sur la base de cette base de données que vont venir des schémas automatiques de réaction. Et ça se passe en 1 milliseconde. Qu'est-ce qui va faire que tu vas être attiré par des personnes indisponibles ? C'est simplement, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Ça veut dire que la personne qui génère ces papillons dans le ventre, maintenant, elle correspond à un modèle que tu connais. Donc, quelque part que dans ton histoire, et souvent c'est une répétition, que tu as eu soit un parent, soit les 2 parents, soit un environnement, qui t'ont fait expérimenter une certaine indisponibilité. Et donc, tu es attiré par ce que tu connais, parce que c'est ça qui te permet de survivre, parce qu'un enfant, sans ses parents, ne peut pas survivre. En fait, c'est toxique pour toi, mais c'est quelque chose que tu connais depuis l'enfance, et tu te dis, comme c'était comme ça chez mes parents, même si c'était un couple qui fonctionnait pas, je vais reproduire le même schéma. Exactement. Au niveau de la volonté, tu reconnais que c'est pas ce que tu veux, tu reconnais que c'est toxique, tu reconnais que pas c'est de mal autre chose. À reconnaître. Il y a plein de personnes qui vont dire tout sauf mon père, etc. Et pourtant, elles sont quand même attirées par un mec qui ressemble à leur père. Ça, c'était exactement mon schéma, en fait. Je savais que consciemment, je cherchais autre chose dans une relation, mais c'est exactement par le type de personne par lequel j'étais attirée. Justement, le système nerveux, en fait, c'est à cause de ces expériences, c'est comme s'il a été calibré sur qu'est-ce qui représente la sécurité, c'est ce schéma d'indisponibilité. Donc, il va être attiré par ce schéma, et tout ce qui va être sain, toute relation saine, ça va paraître comme ennuyeux, pas intéressant, il n'y a pas de sentiments qui vont arriver, etc. Et donc, ça demande de rééduquer ce processus. Comme par exemple, parfois, il y a des filles qui vont trouver un mec ennuyeux, boring. Et par exemple, cette personne ne va pas nous donner des papillons dans le ventre, mais c'est la bonne personne pour nous. Exactement. Et nous, on va partir parce qu'on se dit c'est trop ennuyeux. Oui, parce que les sensations que tu ressens sont vraiment pas des sensations d'attirance. Parce que si ton modèle, c'est un modèle qui est plutôt indisponible, tu vas ressentir des choses quand une personne indisponible viendra. Ok, j'adore la théorie, mais moi j'ai besoin de conseils concrets. Et du coup, concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire ? Dans ce type de situation, il faut se forcer, même si on trouve une personne ennuyeuse, il faut se forcer à creuser, continuer à la voir. Il y a 2 possibilités. Dans l'approche que moi je fais, en fait, tu travailles pour déprogrammer ce schéma. C'est-à-dire que tu vas aller regarder quel est le schéma, quel est le mécanisme par qui tu es attiré, et on va travailler par des manipulations d'ostéopathie viscérale pour déprogrammer ce schéma. Si je te donne mon exemple personnel, quand j'ai travaillé sur le schéma d'être attiré par des hommes comme mon père, suite à cette déprogrammation, j'ai été attirée par mon mari, et même moi et même mes amis m'ont dit « Mais attends, Sandy, c'est pas du tout le type d'homme par lequel tu es attirée d'habitude », et ça avait vraiment fait un changement à 180 degrés. Même moi, j'en étais surprise. En termes de caractère ou en termes de physique ? En termes de caractère, même en termes de physique. Mon mari, c'est plutôt quelqu'un de posé, de rassurant, de gentil. J'étais plutôt attirée par le côté bad boy. On connaît. Qui jouait. On connaît. Voilà. Et c'était pas fake. C'était vraiment une attirance sincère. Si tu fais pas ça, en fait, ça te demande en effet d'aller un petit peu à l'encontre des papillons dans le ventre que tu as. Et donc, ça passe par, d'abord, quand tu ressens soit cet ennui, soit cette attirance qui est pas forcément saine, ça c'est l'état sympathique ou l'état dorsal si tu t'ennuies. Et ça te demande alors d'aller d'abord réguler cet état pour ensuite pouvoir choisir avec la raison. Et quand je parle de réguler cet état, ça passe par le corps. Par exemple, faire des exercices de respiration, faire des exercices de mouvement corporel pour arriver dans un état où physiologiquement, tu peux te raisonner et tu peux choisir en conscience. Ok, exemple. Par exemple, moi, l'année dernière, j'ai eu un coup de foudre pour un homme. Mm-hmm. Et moi aussi, j'ai toujours les mêmes schémas. C'est des hommes, en général, qui n'ont pas beaucoup confiance en eux. C'est bizarre parce que mon père, il n'est pas du tout comme ça. Oui,
Donc je comprends pas, je pensais que je reproduisais un schéma, mais non. Et du coup, j'avais une obsession pour lui. Il y avait des moments où j'étais pétrifiée, je pouvais rien faire, je faisais que rafraîchir les messages, etc. Donc dans ce type de situation, il faut se poser. Ouais. Là, par exemple, si on fait l'exercice ensemble, on respire, on fait de la méditation. Alors ça dépend justement de qu'est-ce que tu avais. Donc tu te sentais pétrifiée, bloquée, un peu impuissante? Comme bloquée psychologiquement, comme j'arrivais pas à faire autre chose sauf rafraîchir les messages. Et j'arrivais pas à travailler. Et ouais, j'arrivais à rien faire, juste être dans mon canapé et attendre le message en fait. Et je ne sais pas non plus ce que je faisais. Pour le coup, c'était juste rafraîchir, je pense, en boucle. Alors ça, typiquement, quand tu te sens incapable de faire autre chose, un peu bloqué, pétrifié, c'est typiquement l'état dorsal de ton système nerveux. C'est le 3e niveau de stress. Et un exercice qui aide dans ce cas-là, c'est de te reconnecter à ton corps. Donc un exercice qu'on peut partager avec les auditrices, ça serait par exemple de s'auto-palper. Donc ça consiste tout simplement à palper au niveau de ses bras, au niveau de son corps. Ça peut paraître très simple, mais en fait, ça envoie l'information à ton système nerveux que tu es capable d'agir. Donc tu n'es pas dans l'impuissance, tu es capable d'agir. Et la deuxième chose, en fait, qu'on peut faire dans ce cas-là, c'est d'informer ton système nerveux qu'il est en sécurité. Souvent, quand il se met dans le 3e niveau de stress... C'est quoi les 2 autres niveaux de stress, d'ailleurs? Le premier niveau, c'est l'état de sécurité. C'est l'état quand, peut-être tu l'as quand tu es avec ta meilleure amie, où tu te sens bien, tu te sens libre d'être toi, tu te sens capable aussi de dire ton avis sans avoir peur d'être rejeté. Ça, c'est l'état vagal ventral, c'est l'état de sécurité. Le deuxième niveau, c'est l'état sympathique, quand tu commences à ressentir un certain stress. Donc, tu as souvent l'accélération de ton cœur, ta respiration s'accélère. C'est là où on peut ressentir soit de l'anxiété, c'est-à-dire « Ouh là là, il faut qu'il me réponde, oh là là, il faut qu'il me réponde », ou on peut partir un peu en mode fuite. On va imaginer le meilleur. Ah ben, j'ai déjà le nom de nos enfants, je vois où est-ce qu'on va se marier, etc., etc. Donc, on projette beaucoup, le date était génial, etc. Ça, c'est le premier niveau de stress. Et le deuxième niveau, c'est cet état dorsal. Ça veut déjà dire que ton système nerveux a identifié la situation comme étant très dangereuse. Et donc là, ça fait l'effet inverse. Il enclenche le frein à main et il te met en ralenti. Vraiment, c'est physiologique, c'est pas dans ta tête. Il te met en ralenti et tu peux avoir le sentiment de « Pouf, j'ai plus d'énergie, je peux pas changer la situation, je suis en train de subir la situation ». Encore une fois, il faut vraiment se réaliser que c'est un état du corps qui est vraiment en mode survie. Donc, c'est pas un manque de volonté si tu es dans cet état, c'est vraiment une réactivation sur la base de ce que tu as déjà vécu dans le passé. Et ça augmente, bien sûr, plus tu as de déception amoureuse, plus tu as répété le même schéma, chat échaudé craint l'eau chaude, c'est exactement ça. Les réactions deviennent de plus en plus fortes. C'est vrai, parce que quand tu as toujours le même schéma, chaque fois que tu parles à une nouvelle personne, tu te dis bon, c'est sûr qu'il va faire le même coup. T'attends que le moment il arrive en fait. L'idée, en fait, la deuxième étape justement dans ton cas, une fois que tu as informé ton système nerveux que tu es en état d'action, la deuxième chose que tu peux faire, c'est informer ton système nerveux que ton environnement est safe. Et donc, un exercice qui est issu du somatic experiencing, c'est l'exercice d'orientation qui peut paraître tout simple, mais qui est un exercice le plus efficace pour informer qu'il y a de la sécurité, c'est d'observer ton environnement. Donc, si tu fais l'exercice, tu peux simplement prendre le temps avec tes yeux de scanner la pièce et de regarder la pièce et de vraiment prendre le temps d'observer les détails, observer la lumière. L'idée, c'est de tourner la tête, de regarder avec curiosité. Et si vous faites l'exercice, essayez de regarder ce que ça fait dans vos sensations. Si vous sentez peut-être un apaisement dans les yeux, bâiller, on peut sentir le corps qui se relâche. Ça, c'est un indicateur que ton corps est sorti du mode survie et à ce moment-là seulement, tu peux te raisonner. Ah, ok, peut-être qu'il est occupé cet après-midi, peut-être qu'il, je sais pas, il a des rendez-vous, des meetings, etc., etc. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est de montrer à ton système nerveux que ok, dans ton passé, le fait d'être figé, bloqué, ça t'a permis de survivre, mais que maintenant, tu as la possibilité d'agir
autrement. Dans le cas, si on reprend ton exemple, qu'est-ce que tu penses qui t'a manqué en fait comme compétence dans cette relation-là? Quand tu attendais son message, qu'est-ce qui t'aurait manqué? Est-ce que tu aurais dû clarifier, je ne sais pas, la situation de la relation? Est-ce que c'était plus poser tes limites? Je pense qu'en réalité, c'est juste que je m'emballe trop parce que je l'ai vu que 2 fois à ce moment-là. Voilà. Et moi, j'avais déjà fait tous les films dans ma tête. Exactement. Et donc ça, en fait, cette projection, se faire des films, moi j'appelle ça le syndrome Disney, qui peut aller dans le positif ou bien dans le négatif c'est en fait le même schéma. Et donc, par exemple, là, la compétence, c'est justement de casser la projection et de te remettre vis-à-vis des faits. Donc là, par exemple, ce que tu as dit, ça fait que 2 rendez-vous. À ce stade-là, qu'est-ce que je suis en droit de demander dans cette relation ? Quels sont les faits positifs? Quels sont les faits à clarifier? Pour montrer finalement à ton système nerveux que tu es capable d'évaluer, tu es capable de juger, que tu gardes le fil dans ta tête et que tu vas aider à avoir plus de sécurité dans la relation. Donc c'est apprendre la compétence qui est difficile à mettre en place pour toi en fait. Ce qui va réguler ton système nerveux, c'est que tu vas prendre soin de ce qui se passe en toi. C'est-à-dire que tu vas consciemment utiliser des ressources à certains moments pour te soutenir et vérifier que ça marche vraiment pour toi. C'est ce processus-là qui va apporter petit à petit plus de sécurité, qui va t'aider à vivre plus sereinement la rencontre, parce que la rencontre à 0 risque, ça n'existe pas, surtout dans les débuts d'une relation. On ne sait pas si l'autre est à nous, on ne sait pas les intentions de l'autre, et donc c'est souvent dans cette phase-là où toutes nos insécurités se réveillent. Et donc l'idée, c'est d'apprendre à savoir comment se soutenir en fonction de nos triggers, en fonction de ce qui nous active. Trop intéressant. Moi, je pense qu'on peut pas parler d'amour, de nos problèmes dans les relations sans parler de l'enfance. Tout est lié du coup à notre enfance, comme tu l'as dit. Et du coup, j'ai une abonnée qui a posé une question plus autour de l'absence de père. Quel est l'impact réel de l'absence d'une figure paternelle sur la vie amoureuse d'une femme? Comment se construire sans ce modèle? Je trouve que c'est une bonne question parce que ça veut pas forcément dire qu'on est abandonné par son père ou quoi, ou que c'est une famille monoparentale, mais on sait qu'il y a beaucoup de pères qui ne sont pas présents émotionnellement. En fait, il y a beaucoup d'enfants tout court qui sont proches de leur mère, mais beaucoup moins de leur père. Oui. Donc, est-ce que ça peut avoir un impact sur comment on vit nos schémas amoureux? Juste avant de répondre, en fait, pour identifier ce qui est un schéma pour nous, c'est ce qu'on répète. Si je prends l'exemple de l'absence de père, pour certaines personnes, elles vont l'enregistrer justement en étant attirées par des personnes qui ne sont pas disponibles émotionnellement, typiquement parce qu'elles ont reçu peu de leur père en étant enfants, et donc c'est leur modèle et elles vont automatiquement être attirées par ce genre de modèle. Ça peut entraîner aussi d'autres schémas, c'est-à-dire qu'elles peuvent au contraire prendre le même rôle que leur mère et être un petit peu la partenaire qui prend en charge tout, qui assume tout dans la relation. C'est un petit peu comme si elles avaient enregistré, ok, pour être une femme en relation, c'est le prix à payer, il faut prendre en charge le couple, il faut sauver le couple, il faut être la thérapeute de couple, et ensuite elles vont enregistrer ce schéma. Donc, il n'y a pas une théorie, c'est vraiment de regarder dans ma vie à moi, dans mes relations à moi, qu'est-ce que je répète. Et c'est comme ça qu'on sait exactement le vrai schéma qu'on a enregistré. Et la deuxième chose à identifier, c'est de regarder, ok, quel est mon mécanisme de réaction? Qu'est-ce que je fais quand je suis attirée par ces personnes indisponibles? Est-ce que je vais dans les projections, comme tu disais tout à l'heure? Est-ce qu'au contraire, je vais me battre pour gagner l'amour de cette personne coûte que coûte? Ou est-ce que je vais subir la situation, être dans le désespoir? Parce que c'est là où tu vas pouvoir identifier, ok, qu'est-ce que je dois mettre en place pour sortir de là et me soutenir? Et toi, par exemple, c'est typiquement ton cas. Toi, tu as été attirée par des hommes qui ressemblaient à ton père. Yes. Et donc, ce que tu m'avais dit tout à l'heure, c'est qu'à 31 ans, tu t'es dit, je vais travailler sur moi. Et à 32 ans... Oui, à 32 ans, j'ai rencontré mon mari qui est vraiment, je pourrais dire, à l'opposé du modèle de mon père. Et du coup, pendant l'année de tes 31 ans, ça t'est arrivé d'avoir des crushs sur des hommes qui quand même ressemblaient à ton père. Même si,
enfin, tu savais que tu refaisais ton schéma, tu étais intéressée par ces hommes et tu t'es dit toi-même, stop, j'arrête. C'est ce que j'essayais de faire en fait. Et c'est toute la difficulté. Quand tu travailles pas sur tes traumas par le corps, tu dois un petit peu ne pas écouter tes papillons et plus écouter ta tête. Donc c'est un peu comme si tu es dans ce combat permanent de utiliser ta raison et pas d'utiliser ton attirance. D'accord. Donc pendant 1 an, tu as vraiment compté que sur ta raison. Oui. C'était un petit peu difficile, non ? C'est difficile parce que je pense qu'on a tous envie d'avoir les papillons et la relation saine. Si on ne fait pas le travail sur ces traumas par le corps, ça demande en fait un désapprentissage de toutes les sensations qu'on a attribuées comme étant de l'attirance pour ces personnes, avec un réapprentissage de OK. Quand j'expérimente une relation saine, j'ai peut-être des sensations plus apaisées, je ressens plus de sécurité et ça, c'est le modèle que je souhaite. Et lorsque tu dis le travail par le corps, concrètement, c'est quoi du coup ? Les personnes que j'accompagne, elles peuvent venir faire ce que j'appelle la journée passée. Je leur pose plein de questions sur beaucoup d'événements de leur passé, parce qu'en général, tu ne te fais pas un schéma avec seulement un seul événement, à part si c'est un trauma de choc, mais c'est une répétition de ce que tu as expérimenté. Et donc, je leur demande plein d'événements de leur passé pour comprendre quels sont leurs mécanismes de réaction. Et ces mécanismes de réaction, ça me donne un indicateur pour savoir où est-ce que ce mécanisme est enregistré au niveau des organes, au niveau du corps. Et donc Ah, c'est vraiment littéralement le corps, les organes, Oui, etc. c'est en présentiel. Je peux pas faire ça à distance. Je suis vraiment... C'est comme des manipulations d'ostéopathie viscérale. Ah, tu dois vraiment toucher les personnes. Yes. Ok. Oui. Donc, la personne, en fait, si tu veux, elle se met ensuite en situation d'un événement qui a alimenté, si tu veux, ou nourri ce trauma et qui est assez impressionnant. La personne le voit par elle-même, en fait, le stress, la réaction de stress qui est causée au niveau du corps. Et mon travail consiste à apaiser le corps jusqu'à que ce processus de stress soit désactivé et ensuite reproposer une autre manière de réagir dans des situations de survie. Parce que notre système nerveux, en fait, il est là pour nous protéger. Et donc, si dans le passé, on a appris que courir après des personnes indisponibles, c'était la seule chose qui nous permettait de recevoir de l'amour, eh bien, notre système nerveux, il n'aime pas être sans une solution alternative. Donc, on doit lui proposer autre chose, c'est-à-dire d'investir à hauteur proportionnelle vers des personnes qui investissent aussi envers nous, envers la relation. Ok, d'accord, trop intéressant. J'avais jamais entendu parler de ça. Parce que moi, quand tu me disais par le corps, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça peut bien être ? Moi, je pensais que c'était par la danse ou des choses comme ça. Non, c'est vraiment une thérapie en fait, une thérapie manuelle. Moi, j'aimerais parler d'un autre sujet. Là, c'est que des questions d'abonnés. Mais quand je vois des questions, je suis contente parce que ça me concerne aussi. Le rôle de la grande sœur, parce que moi je suis l'aînée. En quoi avoir eu des responsabilités familiales précoces influence-t-il notre dynamique de couple ? Même chose, ça peut partir dans plein de sens différents. Alors, si tu veux, les solutions, c'est à peu près toujours la même chose, c'est-à-dire que comprendre le schéma de réaction, te soutenir par la régulation du système nerveux, apprendre la compétence qui t'a manqué. Ça, c'est la solution, elle est toujours identique. Par contre, le schéma de la grande sœur, ça peut créer plusieurs choses. Ça peut créer la tendance à assumer plus que 50% dans la relation, donc tu te sens responsable du succès ou de l'échec de la relation. Ça peut te donner ce schéma de l'hyper-indépendance, c'est-à-dire que tu as appris à aider les gens et à ne compter sur personne. Donc tu demandes très peu en relation, tu es très indépendante. Le problème que ça génère, c'est chez le partenaire en face, il a l'impression qu'il est peut-être inutile ou pas suffisant en fait pour toi, mais ça c'est en apparence bien sûr. Et le troisième schéma que ça peut faire, c'est avoir la tendance à jouer le rôle de la maman, c'est-à-dire à un peu materner, à vouloir aider, et le partenaire en face peut se sentir un petit peu contrôlé, comme on peut l'être des fois par sa maman. Ça me parle totalement. Mais après moi c'est très différent parce que moi j'adore écouter ton podcast et énormément de contenu sur la théorie en fait. Yes. J'écoute énormément de coachs autour de l'amour. Si je révise, c'est parce que je connais la théorie du coup, grâce à ça, mais je connais pas trop la pratique. Donc je sais tout ce que tu viens de me dire. Yes. Je l'ai déjà entendu 1000 fois. Du coup, concrètement, je sais que je suis une fille par exemple, oui, je vais parler de moi. Je sais que je suis une fille très indépendante par exemple. Yes. Je travaille dur, je peux ne pas compter sur un homme. Et en fait, la contradiction, c'est que du coup, la théorie m'a dit
il faut que je laisse les hommes faire des choses, par exemple payer, change mon ampoule s'il te plaît, oh là là, je galère, aide-moi. Donc je le fais concrètement. Mais en fait, du coup, j'essaie d'appliquer la théorie dans ma pratique, mais c'est vrai que c'est pas instinctif, on va dire. Et je pense que les hommes sentent ce décalage. Ça part un peu dans tous les sens, mais je sais pas si tu vois où je veux en venir. Oui, et en fait, l'idée, c'est pas je demande random à mon partenaire de me rendre des services. J'identifie qu'est-ce que j'ai besoin ou quelles sont les sources qui me rendent en insécurité en relation. Et là, je lui demande son aide. Si tu demandes de l'aide sur quelque chose, je sais pas, je vais changer une ampoule, mais toi, tu sais la changer, tu vas pas ressentir le bienfait que ça a d'avoir une certaine dépendance vis-à-vis de quelqu'un et de ressentir un bienfait. Si je donne l'exemple, par exemple, de l'ampoule, je sais changer une ampoule. Bon, c'est faux, je sais pas changer d'ampoule. Mais imaginons, je sais changer une ampoule, mais je fais exprès de pas la changer pour demander un service. Donc ça, c'est un mauvais exemple. Il faut demander des choses que vraiment on a besoin. Oui. Alors justement, pour moi, il n'y a pas de règle en amour. On a chacun une manière dont on aime être séduite. Si toi, ça te fait rien, ça sert à rien de demander quelque chose qui te fait rien. En fait, ton système nerveux, il enregistre par une expérience qui te procure à toi soit un sentiment de sécurité, soit le sentiment d'être aimé, soit le sentiment d'être vu, d'être reconnu. On entre en relation parce qu'on a envie de pouvoir être vu comme on est, aimé comme on est. Et on a chacun un jardin, un mode d'emploi différent. Et c'est notre job de dire, voilà, moi, mon jardin, il est comme ça, il y a ça comme fleur, j'aime bien être arrosé comme ça, pour laisser l'opportunité à l'autre de montrer, tiens, moi, j'ai envie de m'occuper de ton jardin. Qu'est-ce qui te met en insécurité en relation ? Moi, je pense que j'ai pas trop confiance en moi, au fond. Yes. Donc j'ai l'impression qu'il y a toujours des filles qui sont mieux que moi, que finalement je ne suis jamais celle qui est choisie, yes. que moi je suis juste la fille à qui on parle pour se divertir, yes. mais au final il n'y a personne qui vraiment serait capable de tomber amoureux de moi. C'est ça que je me dis souvent. Je sais que c'est faux, mais c'est des trucs qui, je sais que c'est ça mon blocage. Voilà, demander à ton partenaire de te rassurer là-dessus. Quand par exemple vous sortez et puis qu'il y a une autre fille où tu te dis non mais alors c'est sûr il va la trouver 1000 fois mieux, eh bien avoir une certaine dépendance, c'est aussi oser dire écoute, tu sais quoi, là dans cette situation, ça me rassurerait vachement que tu me dises que tu me trouves mieux que cette fille. Moi, si je te donne mon exemple, j'ai été trompée pendant 7 ans. Quand j'ai rencontré mon mari, il habitait Zurich, moi j'habitais Genève. Donc c'est à 3h30 de route, c'est une relation à distance. Et avec le niveau d'insécurité que j'avais, je m'étais dit jamais de relation à distance parce que j'avais trop d'insécurité. Et pour moi, en fait, il y avait 2 choses qui étaient importantes. C'est qu'il y ait une certaine régularité dans les visites. Je lui ai dit, ok, moi je suis ok de commencer, mais j'ai besoin qu'on se voit régulièrement, toutes les semaines ou toutes les 15 jours. Une relation comme ça, irrégulière, je pourrais pas. Ça, c'était au tout début de la relation. J'étais très claire sur qu'est-ce que j'avais besoin. Et quand j'ai commencé à être attachée, mon niveau d'insécurité a commencé à augmenter parce que l'enjeu de le perdre était beaucoup plus grand. Et toi, tu avais un attachement anxieux ? Moi, j'avais un attachement désorganisé, donc c'est un petit peu, c'est le meilleur des 2 mondes, c'est-à-dire tu t'accroches, et puis dès que t'as peur, pouf, tu fermes et tu pars. Ah ouais, on dirait un peu moi. Je pense que moi aussi je l'ai. Et donc ça peut être très déroutant, tu vois, pour la personne en face. Et à un moment donné, je lui ai dit, écoute, il faut que je te dise un truc. Avant toi, j'ai répété pendant 7 ans le schéma de la trahison et la distance. Des fois, j'ai peur que tu vois des filles dans mon dos quand je suis pas là, etc. Et en fait, en discutant avec lui, il m'a dit, tiens, prends mon téléphone. Et ça fait 15 ans, on a le même code, il a une totale transparence vis-à-vis de ça. Il n'était pas obligé de le faire, mais le fait que je lui parle de mon insécurité, qu'il l'accueille, qu'il me rejette pas en me disant non mais c'est ton problème, t'es un boulet, eh bien c'est là où j'ai pu expérimenter que c'est possible d'être aimé sans être encore parfait, sans avoir résolu tous ces schémas, d'avoir un peu d'insécurité et d'avoir quelqu'un qui est là et qui te soutient. Et cette expérience-là, ça rééduque ton système nerveux. C'est ça qui t'a un peu guéri finalement. Oui, alors j'ai dû quand même faire ce travail au préalable pour arriver à être en couple avec quelqu'un qui avait un minimum, on va dire, de compétences pour construire une relation saine. Parce que
avant ça, comme je t'ai dit, pendant 7 ans, je tombais à chaque fois sur des sables mouvants, en fait. Si tu veux, j'essayais de construire des relations saines avec des personnes qui étaient vraiment trop insécures. Et quand j'ai rencontré mon mari, j'avais pas encore tout réglé. On dit que pour changer d'attachement, d'un attachement insécure à sécure, il faut à peu près 6 ans de relations saines avec une personne pour vraiment switcher ton attachement. Mais comment on fait si on n'a pas de relation? Parce que moi, du coup, je suis foutue. Parce que moi aussi, je pense que j'ai un attachement anxieux évitant sur la guérison. Il y a des niveaux, je pense. Tu peux être très profondément dedans et plus en surface. 6 ans, c'est long quand même. La bonne nouvelle, c'est que tu peux être aussi en chemin avec tes relations amicales. Chaque relation de qualité que tu arrives à développer, donc une relation où il y a un vrai lien, où tu te sens à l'aise d'être toi-même, de pouvoir dire ce que tu ressens, de communiquer tes besoins, de communiquer tes limites aussi, d'avoir des conversations difficiles. Tout ça, en fait, c'est un muscle que tu peux déjà travailler en relation. Si je te donne mon exemple, j'avais une vision très négative des hommes. À force de m'être fait tromper... Je pense qu'on a toutes aujourd'hui une vision très négative des hommes quand on entend toutes les histoires de ghosting, de tromperie à répétition. Exactement. Et une des choses qui m'a beaucoup aidée, c'est par exemple de commencer à avoir des amis hommes, des collègues hommes sur qui je pouvais compter, de voir des exemples d'hommes qui arrivaient à être dans des relations longues, des relations saines. Ça a été une étape dans mon chemin de guérison. Bien sûr, l'étape d'être en couple et d'avoir un niveau d'intimité où tu t'ouvres encore plus que dans un autre cadre, c'est encore une étape supplémentaire, mais tu peux déjà être en chemin dans tes relations existantes. C'est vrai, je trouve que c'est un bon conseil ça, parce que moi par exemple j'ai très peu d'amis hommes, et je pense que c'est ça qui renforce mon image négative des hommes. Alors que j'en ai quelques-uns d'amis hommes quand même, et c'est des mecs très bien, qui sont en couple depuis longtemps, très fiables, etc. Donc ça existe. Apprendre à compter sur ces hommes-là, ça t'avance petit à petit sur le chemin de guérison. Le système nerveux, il apprend par l'expérience. Donc il faut se frotter à ce qui nous fait peur. Et je voulais revenir sur un autre point, c'est le moment où tu t'es confié à ton mari, tu lui as dit oui, moi je me suis fait tromper pendant 7 ans, etc. C'est très vulnérable et moi j'aimerais bien qu'on revienne sur les idées reçues parce que hier justement, j'ai écouté encore une fois une vidéo de conseils en amour et c'est un homme justement qui nous donnait le conseil, parce qu'il s'adresse aux femmes, surtout ne dites pas à votre crush, l'homme que vous voyez actuellement, vos insécurités, ne lui dites surtout pas ah, mon précédent mec, il m'a trompé, il m'a traité très mal, il me payait jamais, parce que quand on dit ça à un homme, il va se dire ah ok, donc ça c'est standard, je vais faire juste un tout petit peu mieux. C'est faux? Alors ça dépend ce que tu veux comme relation. Pour moi, la capacité à se montrer vulnérable, à pouvoir parler l'impact que ça a sur toi, des peurs, c'est ce qui va faire que ta relation elle est épanouissante. Par contre, la vulnérabilité elle est aussi liée au contexte, c'est-à-dire que tu rencontres quelqu'un dans le cadre du travail, tu vas pas lui déballer toute ta vie, tout ton passé, et à certains amis tu vas te confier un petit peu plus qu'à d'autres amis. Et c'est pour ça que c'est l'exercice du 15% de vulnérabilité. Donc cet exercice, en fait, il est assez simple. Dans un contexte, avec une certaine personne, tu te sens à l'aise de dire un certain nombre de choses. Donc je vais prendre un exemple pro. Tu es avec un collègue au travail et puis votre chef pète un plomb, se met à crier. Et toi, ça te fait peur parce que ton dernier chef, c'était plutôt un colérique et tu t'es fait virer à cause de lui. Dans ce contexte-là, peut-être que tu ne connais pas trop ton nouveau collègue, tu vas pas dire j'ai peur parce que je me suis fait virer par un chef colérique la dernière fois. 15% de vulnérabilité, au lieu de parler de la pluie et du beau temps, tu vas dire oula, la réaction du chef, ça m'a un peu stressée. Et là, tu envoies une balle. Donc tu envoies la balle et puis tu attends de voir si elle est réceptionnée. Donc si ton collègue en face accueille ce que tu ressens et te dit je comprends que ça peut être difficile, moi aussi quand quelqu'un crie, je suis tout de suite stressée, il attrape la balle. Donc ça, c'est un signal que la personne en face de toi, elle a envie d'aller plus profond dans le lien et qu'elle a envie aussi de connaître ce qui se passe en toi. Et moi, je recommande de faire l'inverse que ce que ce conseiller en amour dit. Oui, lance la balle et regarde si l'autre la rattrape. Parce que tu veux quelqu'un qui a envie d'aller en profondeur dans la connexion. Mais je trouve que c'est bon aussi le conseil des 15% parce qu'il y en a. On a tous connu une personne en soirée, c'est la première fois qu'on la voit.
Elle nous raconte tous ses traumas, etc. Et je trouve que c'est aussi un peu risqué. Oui, c'est le oversharing. Et ça aussi, c'est souvent un mécanisme de protection, en fait. C'est se mettre dans une position de victime pour pas qu'on nous attaque. Regarde, j'ai tous ces problèmes, il faut que tu fasses attention. Le problème, c'est que souvent, c'est l'effet inverse qui se passe. C'est souvent dans le cas où on se met trop en position de vulnérabilité qu'on reçoit le revers de la médaille. Et donc, du coup, cette personne-là, elle va avoir à chaque fois le sentiment, en fait, de dire, je comprends pas, je m'ouvre et je ramasse encore plus contre moi, ou on va utiliser ce que j'ai dit contre moi. Oui, parce que tu peux tomber sur des personnes qui sont justement méchantes et qui vont prendre ces insécurités pour appuyer dessus. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus overshare. Yes. D'où les 15%. Les 15%, c'est une bonne méthode. Ouais, c'est vraiment une bonne méthode, j'y avais jamais pensé. Partie 2, psychologie, attachement et blessures. Déséquilibre émotionnel. Comment gérer un couple où l'un a besoin de beaucoup d'attention et l'autre de beaucoup de distance. C'est quand même assez classique. J'ai remarqué qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont un attachement anxieux qui se mettent avec des évitants. Exactement, parce que le couple, c'est un espace pour guérir et pour grandir. Donc, je vais apporter une réponse nuancée à cette question. Si tu es anxieux dans un couple anxieux évitant et que l'intensité des réactions des deux côtés est intense et qu'il n'y a pas la conscience et la volonté de se remettre en question là-dessus, c'est ce que je te disais tout à l'heure, aller dans des sables mouvants. C'est-à-dire que le partenaire en face va venir trop appuyer sur ton insécurité et toi, tu vas vouloir trop de proximité et la personne va fuir. Dans ces cas-là, c'est impossible de construire une relation saine. Par contre, si tu as toi un attachement anxieux ou évitant et que tu rencontres ton homologue et que les deux, vous avez une conscience de ce schéma, que les deux, vous avez aussi une volonté de vous remettre à ce moment-là, c'est faisable et possible. Et c'est là où la magie du couple intervient, c'est-à-dire que la personne anxieuse, eh bien, le but de faire couple, ça va l'aider en fait à apprendre à demander de la sécurité dans le lien et aussi à se donner cette sécurité elle-même pour ne pas déborder en fait sur l'autre. En fait, ce qu'on pense être une tragédie, finalement, c'est pour aider les deux personnes à évoluer. Exactement. Tu rencontres l'homologue qui va t'aider à dépasser certaines blessures de ton enfance. Et c'est toute une question de quantité. Il y a, dans certains cas, tu n'arrives pas à faire couple et là, ça vaut la peine de faire un travail. Et dans d'autres cas, tu le fais dans le cadre du couple, c'est-à-dire en apprenant à réagir différemment. Ça, c'est plus le sujet de mon deuxième livre. Celui qui est anxieux doit apprendre à demander de la sécurité dans la relation. À communication. Et à se donner de la sécurité, communication, ce livre-là. Et l'autre, il doit apprendre que la proximité n'est pas un danger. Quelqu'un qui a un comportement évitant, c'est parce qu'il a eu une mauvaise expérience de cette proximité. Et aussi réapprendre en fait à se reconnecter à ses émotions et à ses sensations. Peur de la vulnérabilité. Pourquoi est-il parfois plus facile de couper les ponts et ghoster que d'avouer ses sentiments? Je pense que cette personne a un attachement anxieux évitant. Ce qu'elle veut dire, c'est que d'un coup, tu as trop d'émotions. Comme moi, par exemple, exemple des débuts. Quand j'avais mon crush, là, mon coup de foudre, yes. Le mec, on va l'appeler Kebab, parce que c'est comme ça que je l'appelle dans tous mes podcasts. Il m'a traumatisée. Il sait même pas qu'il m'a traumatisée. Mais moi, je me suis dit à un moment, mais je pense que je vais le ghoster parce que... Enfin, pas le ghoster, mais je vais lui dire, on n'est pas compatible, au revoir. Ouais. Parce que c'est tellement désagréable d'être dans l'attente de quelque chose que tu te dis, en fait, c'est plus simple finalement de passer à autre chose en, entre guillemets, ghostant, quoi. Pour moi, c'est un peu comme du ghosting, c'est un peu de la fuite que de dire à la personne, out of nowhere, on n'est pas compatible, au revoir. Il n'y a pas d'explication pour moi. Oui, alors je suis totalement d'accord que c'est souvent un mécanisme de fuite. Et en effet, il n'y a pas plus sûr que tenir l'amour à distance. Oui, au moins, il n'y a aucun risque de blessure. Il n'y a aucun risque de blessure. Donc ça explique les célibats de longue durée, je tombe jamais amoureuse. Ah, ça c'est moi. Il n'y a pas de sentiments, il n'y a pas d'homme bien, tous les mecs sont pris. Ça, c'est quand tu as suffisamment répété et tu as été déçu.
Ton système nerveux, c'est ton système de survie. Donc, plus tu souffres, plus il va augmenter, si tu veux, le dosage. Et après, ça peut vraiment faire en sorte que tu ne vois même plus les personnes qui sont intéressantes pour toi, en fait. C'est un moyen de protection de ton système nerveux. Mais du coup, par exemple, on va prendre mon cas, on va faire ma thérapie. Là, ça fait 7 ans que je suis célibataire. Et là, au moins, je me remets un peu en question. C'est-à-dire que les 5 premières années, je me remettais pas trop en question. Je me disais, bon, c'est juste qu'il n'y a aucun mec bien. Il y a personne qui vaut le coup. Je trouvais des défauts chez tout le monde. Et maintenant que ça fait 7 ans, je me dis, c'est quand même bizarre. Je pense qu'il y a un dénominateur commun, c'est moi. Est-ce que tu fais des datings? Est-ce que tu rencontres des hommes? Plus trop. C'est-à-dire les applications de rencontre, j'ai un peu arrêté parce que justement, j'étais trop déçue. Ça fait depuis que j'ai 18 ans environ que je suis on and off sur les applications. Parce que s'il n'y a pas d'application, je rencontre vraiment personne. Je fais vraiment 0 date. Avec les applications, je peux faire 5 dates dans l'année. Ce qui est pas beaucoup, je pense. Non, c'est pas beaucoup. Ouais. Je confirme. Et du coup, c'est ça mon souci actuel. L'idée, c'est d'aller confronter. De se forcer à faire des dates. Ouais, d'aller faire des dates, d'aller sur une appli, tu vois, et de voir, ok, je vois 20 personnes. 20 personnes. Et je vois ce qui se passe en moi. Commencer une relation, c'est pour aller expérimenter ce qui se passe en toi. Les questions qui te viennent, les pensées qui te viennent, les émotions qui te viennent. Parce que tes peurs, en fait, c'est assez insidieux dans le processus de dating. Souvent, on s'en rend pas compte, mais ce qui fait qu'on swipe une personne ou pas, c'est pas toujours des faits objectifs. Je te donne un exemple. J'avais une coachée qui me dit non mais je rencontre aucun profil à mon âge. C'est tous des pantoufles. Enfin, elle avait 40 ans. Je rencontre personne intéressant. On est allé analyser pourquoi elle a choisi ou refusé des personnes à chaque critère. En refaisant ce processus de fourmi, elle s'est rendue compte que c'était ses peurs. Ah, par exemple, elle va dire « Ah non, lui, il est trop beau pour moi », des choses comme ça. Lui, il est trop beau, ou il y avait un détail, une faute d'orthographe dans la description de profil, un qui n'avait pas écrit un critère parfait comme elle voulait. Donc, du coup, quand on dit « il faut être exigeante », en réalité, il ne faut pas être trop exigeante. Il faut être exigeante, mais il faut arriver à différencier l'histoire que tu te racontes, donc tes schémas, qu'est-ce qui se passe, et si ce que tu as utilisé pour vérifier les faits, c'est valable. Sur les applications de rencontre, tu as que 20% de l'information. Le 80%, c'est le non-verbal, et donc tu as 80% de chances de te tromper, comme dans le pas bien. Je te donne un exemple. J'avais une coachée qui avait un crush sur un Italien qui faisait le yoga avec elle. À chaque fois qu'on faisait le coaching de groupe, elle me disait « Ah non, mais il faut que j'ose lui parler ». Elle a refusé ce gars sur Tinder. Mais pourquoi ? Parce que l'image, elle l'a pas reconnu en fait. Ah ok, elle n'a pas reconnu. Donc alors que c'était la même personne. C'était la même personne. Donc il y a une grande source d'erreur sur les applis. Il y a aussi l'algorithme il faut être bien conscient de comment utiliser les applis pour que l'algorithme fonctionne dans ton sens. Et vraiment apprendre à introspecter, regarder, ok, qu'est-ce qui a fait que j'ai fait ce choix, pas ce choix ? Est-ce que c'est mes peurs ? Est-ce que c'est les faits ? Est-ce que c'est autre chose ? Et puis, petit à petit, changer certains comportements pour obtenir d'autres résultats. D'accord, parce qu'en fait, justement, je m'étais dit cette année, j'allais plus faire des rencontres organiques dans la vraie vie. Mais en réalité, tu me recommandes plus d'aller sur les applications. Toi, tu es plutôt pro-application. Alors, j'ai que des statistiques suisses, j'ai pas des statistiques françaises, mais 30% des couples qui sont ensemble depuis plus de 5 ans, donc des couples qu'on peut dire de longue durée, se sont rencontrés, donc c'est une étude de 2023, se sont rencontrés via les applications de rencontres. Les rencontres au hasard, sorties, bars, etc., c'est seulement 16%. Et après, il y a les amis d'amis aussi. Alors, les amis d'amis, c'est toujours le meilleur moyen. Pourquoi ? Parce que ça fait un pré-tri. Tu as des amis parce que tu as des valeurs, des intérêts communs. Et donc, les amis d'amis ont plus de chances de te correspondre que le reste. Ma recommandation, c'est de faire les deux. Parce que le but, c'est pas à tout prix de rencontrer quelqu'un, c'est de comprendre ce qui se passe en toi dans le processus. 20 dates en combien de temps ? Je ne vais pas donner une source pour tout. L'idée, en fait, c'est que ça génère un certain stress. Donc, si c'est un stress qui est supérieur à ta capacité, ça peut encore plus déréguler ton système nerveux. Donc, l'idée, et c'est ce que je conseille dans mes coachings, c'est de trouver le dosage qui te permet d'expérimenter sans te mettre dans des niveaux extrêmes, des hauts, des bas, le chaos, etc., etc. Donc, ça dépend de toi, tu vois. Peut-être que pour toi, ça va être un date par mois, c'est déjà génial. Et puis pour une autre personne, rencontrer une personne 2-3 fois dans la semaine, c'est OK. Parce que je me suis dit, je vais pas parler avant un mec en même temps, quoi.
On est d'accord, il faut se concentrer à chaque fois sur une personne. Non, je suis pas d'accord. Ah bon? C'est ce que je faisais jusqu'à maintenant. Si tu pars du principe que tu peux pas correspondre à tout le monde. Moi, j'ai une statistique qui est juste une statistique empirique des 500 personnes que j'ai accompagnées. Ah mais on adore les chiffres et 500 c'est beaucoup. 500, c'est déjà pas mal. Et je dirais qu'il y a à peu près entre 5 et 10% des personnes qui te correspondent. Donc ça veut dire que concrètement, tu dois en rencontrer entre 85 et 90 avant de rencontrer les 5-10 personnes qui te correspondent à toi. Ok, en fait, une personne sur 10 environ, quoi. À peu près. Donc, on doit rencontrer 10 personnes pour trouver une personne qui nous correspond. Ouais. Dans les statistiques, tu sais pas si tu rencontres les 9 premières qui ne te correspondent pas d'abord et la dernière à la 60e. Ça fait sens. C'est pour ça qu'il faut en voir 20. Et il faut en voir un certain nombre, en fait. Et pas prendre personnellement le fait que la personne ne te correspond pas, ça fait partie du processus et ça demande un certain temps. C'est très difficile de se faire ghoster ou rejeter ne serait-ce qu'une fois. Donc j'imagine pas 9 fois, c'est ça qui est dur, je pense. C'est dur de se dire, c'est pas moi, c'est juste, on n'est pas compatible. On m'a déjà dit, ouais, moi ça me pose problème que tu sois influenceuse. C'est la deuxième fois qu'on me le dit, que je me vois pas avec une influenceuse. Et comment ne pas le prendre personnellement quand c'est un peu ton identité au final. Et c'est ça qui fait mal, qui fait que tu te dis, ah bah dans ce cas-là je vais arrêter. Dans ce cas-là je vais arrêter de parler aux mecs parce qu'ils me saoulent, parce qu'ils m'apportent plus de négatif que de positif. C'est ça le plus dur, c'est de réussir à se détacher et ne pas prendre le rejet personnellement. Oui, et ça, c'est à la hauteur de la capacité de ton système nerveux. Plus ton système nerveux est dérégulé, plus un petit rejet, donc vraiment... Tu peux imaginer Gabor Maté, c'est un médecin qui a beaucoup étudié sur l'attachement et le lien avec le trauma. Il dit, plus tu as un attachement insécure, plus tu es prêt à renoncer à qui tu es, à ton authenticité. Donc si tu veux, un enfant, il va être capable de renoncer à se montrer comme il est pour l'amour de ses parents. Dans toute relation, c'est est-ce que je pense que je peux être aimée comme je suis en étant avec le métier que j'ai, en ayant mes caractéristiques, mes défauts, mes petites choses qu'on aime bien cacher sous le placard. Est-ce que je pense que ça c'est possible ? Et moins je pense que c'est possible, dès que quelqu'un va me faire une remarque là-dessus, plus ça va me prendre en fait à cœur. Et l'idée, c'est justement d'aller travailler là-dessus par le corps pour finalement arriver après à se raisonner, de dire en fait, il a le droit de ne pas vouloir ça, mais moi j'ai aussi le droit de vouloir quelqu'un qui m'accepte avec cette partie de moi. Ah ouais, c'est trop intéressant. Mais oui, c'est totalement ça. J'ai des déclics là. Moi, je te donne mon exemple. Pendant des années, j'ai pensé qu'il fallait avoir un certain poids, un certain physique pour être aimé. Et donc, à chaque fois, je rencontrais des personnes qui me faisaient des petites remarques bien intentionnées. « Ouh, t'as pris un peu de poids, il faudrait un peu faire attention. Viens, on va faire du sport. » Et en fait, ça, c'était le reflet de la croyance, du schéma que j'avais, qu'il fallait avoir un certain poids, une certaine forme, une certaine allure pour être aimé. À partir du moment où j'ai réglé ça en moi, je n'ai jamais eu une remarque sur mon poids par les partenaires que j'avais. En fait, ça me fait aussi penser aux relations que j'avais précédemment. Et par exemple, moi, quand j'avais 21 ans, j'avais aucun mal à me faire rejeter. Je me rends compte que j'étais très détachée. On pouvait ne pas me parler pendant une semaine, je m'en fichais. Et maintenant, si un mec me parle pas pendant 24 heures, je me dis ok, c'est fini, il est plus intéressé par moi. Et c'est ça que je trouve dingue, c'est que c'est vraiment très insidieux et qu'au fil des années, c'est devenu une croyance dans ma tête. S'il me répond pas, c'est qu'il est pas intéressé, je suis pas assez bien. Alors qu'auparavant, quand j'étais plus jeune, ça me faisait rien du tout. Ouais, ça c'est vraiment ton système nerveux qui essaye de te protéger. Il a mesuré la souffrance que tu as eue, donc il se dit non, son job c'est de te protéger, donc il va augmenter le niveau émotionnel que tu ressens pour te tenir à distance, ce qui génère de la souffrance. Et là, c'est vrai que ça demande en fait une décision déjà personnelle de dire ok, est-ce que moi, sur le long terme, j'ai envie d'avoir une relation, de m'épanouir dans une relation? Oui, je remonte les manches et je fais le job de remontrer à mon système nerveux qu'il y a d'autres possibilités, qu'il y a des relations où on m'aime comme je suis, qu'il y a des relations où c'est sécure, et d'y aller à ton niveau, avec le rythme que tu as, en étant sa meilleure amie. Donc il y a des fois, on fait des pauses sur les applis quand il faut. C'est pas go, performance dans la tête, c'est vraiment une écoute de soi, dans l'amour de soi, je dirais, qui permet de changer les résultats. En fait, je me dis 20 dates, j'ai déjà fait dans ma vie, je pense, au total. Yes. Donc ça veut dire que potentiellement, j'ai déjà rencontré des hommes qui étaient bien pour moi. Yes. Statistiquement, c'est même forcément le cas. Yes. Et du coup, je me dis, c'est dommage, ça veut dire que j'étais tellement dans une mentalité évitante à ce moment-là
que ça ne s'est même pas fait en fait au final. Je pourrais te dire, voilà, dans les 7 ans de schéma, je suis sûre que j'ai aussi loupé des hommes bien. C'est pas un manque de volonté, hein. Encore une fois, ces mécanismes-là, ils sont tellement automatiques, ça se passe en une fraction de seconde. Souvent, on le réalise après coup, quand la relation elle est finie ou quand on s'aperçoit qu'on a merdé sur certains comportements. Dans les 7 ans de relation, moi, je me suis aussi rendu compte qu'il y a des fois, avec mon comportement contrôlant, où j'avais besoin d'être tout le temps rassurée, j'ai aussi fait fuir des personnes, mais avec des bonnes raisons, hein. Je pense que c'était une bonne chose pour ces personnes de ne pas vouloir aller en relation avec moi, tu vois. Donc après, c'est de se dire, ok, je pense qu'on a tous le droit à être heureux en amour. Pour certains, on ne part pas tous de la même étape, on n'a pas tous le même passé, on n'a pas tous vécu autant de répétitions et d'intensité, mais on peut en tout temps choisir de dire ok, j'ai compris, c'est pas un manque de volonté, c'est des automatismes de mon passé, puis aujourd'hui je décide d'être ma meilleure amie et d'y aller pas à pas. Franchement, ce podcast, je pense que je vais le réécouter plusieurs fois pour que ça rentre dans ma tête. Alors, sujet d'actualité, comment trouver quelqu'un de sérieux et rester authentique à l'ère des réseaux et des faux semblants? Et surtout des applications, je pense. Parce que je pense que les applications, j'y suis depuis des années et j'ai l'impression qu'auparavant, c'était plus simple. Et qu'aujourd'hui, on est encore moins vulnérable, on veut rien dire. Il y a beaucoup de méfiance, il y a beaucoup de gens qui mentent, qui font semblant. Comment faire pour du coup naviguer ce monde, trouver quelqu'un de sérieux? Oui, alors il y a un petit peu cette course au show-off, à la performance sur les applis, la photo qui va bien, etc. Et aussi, sur les réseaux sociaux, malheureusement, on montre souvent une vie un peu filtrée, hein. On ne va pas montrer tout le temps quand on pleure dans son coin, mais plus quand on est en train de s'éclater avec ses amis, etc. Pour moi, une rencontre, de toute façon, elle se fait quand on commence à rencontrer la personne en vrai. Et avec le temps, quand on voit les résultats de la vie de cette personne, c'est là où tu vois comment elle est réellement. Ce qui est sur Instagram, ce qui est sur les applications, voilà, si, 20 femmes mettent des photos magnifiques, toi, tu peux mettre une photo magnifique, mais aussi une photo normale de toi. Comme ça, tu montres un petit peu différents aspects de toi, et puis le reste se fera au niveau de la rencontre. En gros, pour déceler le faux semblant, c'est juste faire le plus de dates possible. Yes. Tu arrives à évaluer quelqu'un, pas avec ce qu'elle te dit, mais avec les résultats de sa vie. Parce que les résultats de sa vie, c'est la résultante des vraies valeurs. Parce qu'on peut aussi dire, moi je suis respectueux, je suis écologique, je suis ça, mais si, je sais pas, moi je fais le plein d'essence, je prends l'avion 10 fois par an, peut-être j'ai pas cette valeur d'écologie parce que je la vis pas. Donc, regardez les résultats dans la vie de la personne, pas comment elle se comporte avec toi, parce que aussi dans la séduction, on peut avoir un certain comportement, mais les résultats dans la vie de cette personne. Le comportement, ça ne veut rien dire, les paroles, ça ne veut rien dire, mais voir le résultat, ce qu'on a devant les yeux. Exactement. Une personne qui dit « j'ai la valeur de l'ambition », ça se voit dans son job, ça se voit de comment elle mène sa vie, etc., etc. Une question autour de l'officialisation. Comment amener un homme à dire les termes et officialiser après quelques mois de fréquentation? J'imagine que c'est la dure question de la situationship. Oser aborder les sujets qui fâchent. Quand c'est ton timing, quand tu as besoin de clarté sur la relation, où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous êtes copain-copine, situationship, le statut de la relation? En 2026, il y a autant de statuts possibles que de personnes. Clarifier, demander et pas attendre le bon moment pour que l'autre soit dans un état d'esprit pour amener la bonne réponse. Je pense que c'est important d'être aligné avec ce qu'on ressent parce que le risque de attendre que ça soit le bon moment pour l'autre, c'est que ça va développer du ressentiment dans la relation, ça va changer nos comportements et au contraire, ça va encore plus faire fuir l'autre parce que l'autre va pas réagir à ce qu'on dit en apparence, il va réagir aux sentiments, aux ressentiments qu'on peut ressentir. Donc être aligné avec ce qu'on ressent et à oser aborder le sujet qui fâche, ça ne veut pas dire que la personne est prête à s'engager avec exactement le même rythme, mais c'est justement le muscle à cultiver en couple. On est deux personnes différentes, il y a toujours un qui est plus rapide que l'autre, d'apprendre à dire ok, qu'est-ce qu'on fait? Toi, tu as besoin d'avancer, moi j'ai besoin d'un peu plus de temps, c'est quoi la solution qui est gagnant-gagnant pour nous deux?
Et pas forcément faire un dilemme, soit on se met ensemble, soit on se quitte, mais plus amener le sujet avec douceur. Avec douceur et surtout de voir, ok, est-ce que la personne en face, elle est capable de comprendre que moi j'ai besoin d'avancer, qu'elle écoute mon besoin d'avancer, qu'elle propose des solutions dans mon sens sans se sacrifier, et moi aussi. C'est pas forcément de la douceur, mais une vraie honnêteté, je dirais, radicale en fait. Dire les termes finalement de soi-même. Ouais. Pour amener la personne à dire les termes, il faut soi-même dire les termes, quoi. Exactement. Moi, je dis, finalement, en amour, il n'y a pas une loi qui dit il faut s'engager après 1 mois, il faut s'engager après 3 mois. C'est des préférences. Donc, exprimez vos préférences, comment vous fonctionnez. Et le but, c'est que la relation soit épanouissante pour les deux. Pas qu'il y ait un perdant et un gagnant, ou un qui est en attente, à marcher sur des œufs le temps que l'autre se décide. Parce que de toute façon, je pense que la bonne personne, elle va pas fuir parce qu'on aborde le sujet, je pense. Exactement. Et pour moi, en fait, suivre le timing, son timing et aborder les sujets au fur et à mesure, ça permet de vérifier qu'on est avec une personne avec qui on est capable de construire. Pour moi, la capacité de durer dans le temps, c'est justement cette capacité à oser aborder les sujets qui fâchent. Trop intéressant et très bonne transition parce qu'on va passer à la partie 4, vie de couple et gestion des crises. Il y a beaucoup de questions, je pense que je vais en sélectionner quelques-unes. On ne pourra pas répondre à tout le monde malheureusement, sinon il faudrait qu'on passe la journée. Relation à distance. Puisque toi tu as déjà été en relation à distance, tes conseils pour maintenir la confiance et la rassurance. Là c'est le cas d'une abonnée qui est dans une relation France-Chine. France-Chine, j'ai remarqué que ça allait parce que c'est 6 heures de décalage horaire. Mais c'est 12 heures d'avion. Je pense que être réaliste sur ce que tu es capable en fait d'assumer. Comme je te l'ai dit, moi quand j'ai rencontré mon mari, je savais que se voir 1 fois par mois, ça allait pas jouer pour moi parce que je n'avais pas cette capacité personnelle. Donc déjà, faire le point avec soi-même, avoir un accord très clair avec l'autre. Ok, on commence cette relation sous quelles conditions, combien de fois on s'appelle, combien de fois on se voit. Et personnellement, il y a toujours un terme où il y aura une limite dans la relation à distance. Tu veux franchir un cap, il y a un rapprochement d'une forme ou d'une autre qui est nécessaire et peut-être de se dire c'est quoi notre délai en fait, qu'est-ce qu'on accepte et à partir de quand on a besoin de changer. Moi je sais qu'après 1 année de relation à distance, j'avais atteint ma limite personnelle. Le plus important c'est de savoir c'est quoi le délai parce qu'une relation à distance ne peut pas être indéterminée, à durée indéterminée plutôt. Je partage ton avis, il y a aussi des formes de relations chez qui ça fonctionne. Donc, encore une fois, il n'y a pas une règle de ce qu'il faut faire, mais ça me semble difficile d'approfondir le lien sans avoir plus de fréquence ensemble. Comment faire pour ne pas douter, du coup, d'avoir peur de la tromperie ? En fait, la confiance à 100% n'existe pas. C'est plutôt de te rassurer sur est-ce que les actes de la personne me donne confiance. Est-ce que l'investissement de la personne dans les relations me donne confiance? Est-ce que la personne, elle est capable de me rassurer quand j'ai une phase de doute? C'est ça qui va te donner la confiance, mais encore une fois, tu n'as pas la télécommande à contrôler l'autre. Il y a toujours un risque, et là, c'est de te poser la question, ok, qu'est-ce qui me permet d'évaluer que la confiance se perd? Qu'est-ce qui me permet d'évaluer que le comportement de la personne change? Et souvent, tu le remarques par un désinvestissement progressif, moins envie de te connecter, ou plutôt une certaine agressivité envers toi. C'est souvent des indicateurs qui expliqueraient qu'il y a eu un changement. Concernant les relations toxiques, quels sont les signaux d'alerte, red flag, et comment réussir à sortir d'une relation qu'on sait nocive pour soi? Et même en réalité, je pense qu'il y a des gens qui ne s'en rendent même pas compte. On connaît tous des femmes qui sont dans des relations qui ne sont pas bonnes pour elles. Et c'est très frustrant à regarder d'ailleurs. Qu'est-ce que tu pourrais dire pour leur ouvrir les yeux? Pour leur dire c'est quoi les signaux d'alerte, quoi. Et en fait, c'est très juste ce que tu dis, c'est qu'elles ne les voient pas, les signaux d'alerte. Souvent, les personnes qui sont dans une dynamique toxique, elles ont souvent le schéma d'abus, c'est un schéma qui est assez courant. Pourquoi ces personnes ne voient pas? C'est qu'elles ont été habituées dans leur enfance à ce qu'on constamment, on aille à l'encontre de leurs limites. Qui va faire? Donc, typiquement, si les parents disaient on fait ça, tu suis, c'est très conditionné. Et donc,
petit à petit, l'enfant, qu'est-ce qu'il a appris? En fait, il a appris à ne plus ressentir « Ah tiens, est-ce que ce que papa ou maman me demande de faire, est-ce que c'est bon pour moi ou pas ?» Et donc, concrètement, physiologiquement, petit à petit, cet enfant se coupe de son ressenti. Donc, il n'arrive plus à sentir « Ah en fait, ça me convient pas parce que je fais ce que papa ou maman attendent de moi. » C'est pour ça qu'il ne remarque plus finalement les red flags. Exactement. Et donc, du coup, la personne ne ressent pas que c'est toxique. Souvent, il y a des petits éclairs de lumière qui arrivent parce qu'on sent l'effondrement émotionnel ou on ressent en fait la charge, l'intensité de ce qui s'est passé. Et donc, pour ces personnes-là, en fait, c'est une illusion de penser qu'elles peuvent tout de suite réaliser que la relation est toxique. Ce qui marche, c'est d'abord de leur apprendre à ressentir leurs limites. Mais comment faire quand la personne, justement, elle remarque même pas? Si on remarque pas le problème, on peut pas le guérir. Exactement. Donc, aller dans le ressenti de ses propres limites. Donc là, par exemple, s'il y a des gens qui écoutent ce podcast et qui ne s'en rendent même pas compte qu'elles sont en relation toxique, on peut vraiment rien faire pour elles. Non. Mais par contre, souvent, ces personnes remarquent qu'elles sont abusives envers elles-mêmes également, qu'elles en font trop, ou alors elles réalisent après coup que c'était pas OK par l'intensité émotionnelle. Donc il y a cette espèce de décalage, elles acceptent et puis il y a des moments d'éclair comme ça, ah tiens, je me rends compte qu'en fait c'est pas OK. Que je fais vraiment beaucoup pour le couple, que j'en fais trop, que j'aime trop. Et c'est souvent aussi des personnes qui travaillent trop, mangent trop, qui ont des addictions, être accro en fait au drame. Donc qui vont vivre beaucoup de hauts et de bas dans leur vie. Souvent c'est très chaos, des gros changements constamment permanents. Là en fait la solution c'est d'abord de travailler sur ses propres limites, sur les situations abusives qu'on a envers soi-même. Trop travailler, trop manger, trop boire, trop les addictions. Est-ce que j'arrive à ressentir quand je suis fatiguée? Est-ce que j'arrive à ressentir quand j'ai plus faim? Est-ce que j'arrive à ressentir quand j'ai soif? En travaillant sur ça, c'est très indirect, eh bien ça aide petit à petit la personne à réaliser, à ressentir quand la personne en face de soi est irrespectueuse. C'est vraiment un excellent conseil. C'est souvent lorsqu'on commence à prendre soin de soi qu'on se rend compte que être avec cette personne, ça me tire vers le bas, ça me met en mauvaise santé, etc. Oui, et ça, c'est vraiment, au sens du système nerveux, un réapprentissage de tes limites physiologiques. Comme tu as dit, si tu les sens pas, tu ne sais pas que la relation est toxique, en fait. Par exemple, tu peux être dans une relation toxique et tout le temps tomber malade, te sentir mal, etc. Et moi, j'ai déjà vu des personnes comme ça qui sont dans le mauvais travail, par exemple, ou dans la mauvaise relation amoureuse, et qui sont tout le temps en mauvaise santé, par exemple. Et c'est très frustrant parce que du coup, tu te dis, je pense savoir pourquoi ça va pas dans ta vie actuellement, mais tu peux pas dire, c'est à cause de ton mec qui va dire ça, parce que c'est des personnes qui le remarquent pas. Yes. Du coup, comment faire quand on est l'ami ou la connaissance, une collègue, qu'on voit ce type de situation chez quelqu'un et qu'on se dit, je pense que c'est à cause de ça, mais la personne ne se rend pas compte. Lui rappeler, qu'est-ce qui s'est passé avant que tu tombes malade? Comment ça se fait que tu te sens down maintenant émotionnellement? Qu'est-ce qui s'est passé avant? À quelle fréquence ça se répète? Sans forcément juger, mais en fait, ces questions-là, ça aide la personne à prendre conscience. Alors, en décalage et a posteriori, ok, j'ai remarqué que j'ai problème de digestion à chaque fois que je me dispute avec mon mec. Et d'ailleurs, il y a vraiment une explication rationnelle. Plus tu as un niveau élevé de dérégulation de ton système nerveux, plus ça crée de l'inflammation chronique, plus tu es enclin à avoir des problèmes digestifs, hormonaux, le brain fog, la thyroïde, etc., etc. Donc, il y a vraiment un lien de cause à effet. Mais pour revenir à cet ami, l'aider à faire le lien entre ce que je ressens a posteriori et qu'est-ce qui s'est passé avant, ça aide à comprendre le lien de cause à effet. Ah voilà, à chaque fois que je me dispute avec mon mec, j'ai des problèmes de digestion. À chaque fois que mon mec sort sans me donner de nouvelles et que moi j'accepte ça, je me rends compte que les jours qui suivent, je suis down. Faut lui faire comprendre qu'il y a un lien. Pas lui faire comprendre, lui poser la question pour qu'elle le réalise elle-même. En fait, c'est le processus de se poser la question qui va l'aider à réaliser ce lien de cause à effet. Pour moi, et dans mon coaching, je pose des questions, je donne jamais de conseils. Pourquoi ? Parce que justement, un conseil, en fait, on te
balances quelque chose, mais le processus de raisonnement, c'est ça qui t'aide à corriger ton comportement parce que tu en prends conscience par toi-même. Quand il y a un couple et qu'on voit clairement que ça va pas, si on est contre, on va voir que justement les personnes elles veulent encore plus être ensemble parce qu'elles disent mais non, pourquoi vous êtes contre, surtout quand on est les parents ou la famille, etc. Yes. J'ai remarqué. Donc ouais, je pense que c'est mieux d'y aller plus subtilement. Oui, et puis des fois on a besoin aussi de s'enfoncer un petit peu plus pour réaliser que c'est plus OK ou que la situation ne nous convient pas. On a le droit d'avoir un rythme différent aussi. En tant qu'évitante, anxio-évitante, je trouve ça quand même dingue, les gens qui tombent amoureux parce qu'on devient fou un peu et qu'on se rend plus compte qu'on n'a plus aucune raison. Et je trouve que c'est ça qui fait peur d'ailleurs, dans l'amour. Parce que je l'observe, moi, chez les gens qui m'entourent et je me dis, waouh, j'arrive pas à croire qu'ils sont illogiques comme ça. Oui, alors cette réaction intense, c'est pas toujours l'amour. Des fois, c'est ce que moi j'appelle l'attachement traumatique. C'est-à-dire que des fois, quand tu rencontres quelqu'un qui matche tellement avec les modèles de ton passé, tu peux ressentir une attraction tellement intense, mais en fait, c'est pas de l'attraction, c'est la peur de perdre. Et la peur de perdre, c'est l'état sympathique. C'est très intense comme sensation. C'est comme quand on se prépare à aller au combat, quand on vient de faire un 100 mètres sprint et qu'on est plein d'énergie. C'est une émotion qui est beaucoup plus intense que l'émotion d'amour. L'émotion d'amour, apaisant, relaxant, tu es centré sur toi et tu restes aussi toi et tu es ouvert à l'autre. C'est beaucoup plus calme en fait. Ce côté très intense en début de relation, c'est souvent parce qu'il y a un gros match avec un de tes modèles. Dernière partie, c'est la partie 5, mythes amoureux et épanouissement personnel. Moi j'adore déconstruire les mythes, les idées reçues et tout, d'ailleurs tu m'en dis si t'en as d'autres. Le concept de The One, doit-on croire au coup de foudre et à l'évidence ou à l'amour, ou l'amour est-il un choix rationnel? Est-ce que c'est forcément du coup un red flag d'avoir un coup de foudre alors? Moi je dirais que se baser seulement sur le coup de foudre, c'est éviter d'utiliser un grand centre qui est notre tête pour vérifier si la personne elle est compatible avec nous. L'attraction, le coup de foudre, ça confirme compatibilité de corps, ça confirme que c'est un match avec tes schémas, mais ça confirme pas si cette personne elle est capable de construire une relation saine, si elle a envie de construire une relation saine, si elle est compatible avec toi dans ta vie. Et si on a un cœur et une tête, c'est pour utiliser ces deux centres qui sont très importants et il suffit de les mettre d'accord tous les deux pour faire le bon choix. Et du coup, si on choisit juste sa tête, on peut quand même être heureux. Si on choisit une personne qui est juste pas de coup de foudre, mais tout va bien sinon. Oui, alors il y a aussi des relations que tu peux construire là-dessus. Moi, c'est vrai que j'ai préféré, on va dire, la voie de facilité de travailler sur mes schémas amoureux pour avoir les deux. Mais j'ai aussi des coachés qui n'ont pas fait l'approche psychocorporelle, qui sont allés avec l'expérience petit à petit. Et c'est là où le sentiment amoureux s'est développé. Oui, il peut se développer plus tard. Plus doucement, si tu veux, plus graduellement. Et elles sont encore totalement heureuses et leur relation, elle est totalement épanouie. Donc c'est possible, mais au départ, ça demande, c'est un peu ce sentiment, bon, je suis habituée au piment, mais là, il faut que je me contente de la salade. Et c'est au départ, c'est pas évident en fait à accepter c'est dur, ouais. En fait, c'est dur parce que parfois, on sait très bien sur le papier, cette personne est très bien pour moi. Yes. Mais l'ennui est tel que c'est dur de se dire, je continue en fait. Alors qu'à côté, on a un plat bien spicy, yes, qui peut nous divertir, on peut se régaler. Et en fait, c'est là où c'est important de distinguer, est-ce que c'est l'ennui parce que c'est des sensations que je ne connais pas, mon système nerveux ne connaît pas ces sensations, ou est-ce que c'est l'ennui parce que c'est une personne qui est ennuyeuse pour moi? Oui, c'est vrai. Parce qu'il y a quand même une nuance. Heureusement. Comme moi, j'aime bien les pourcentages. Du coup, quand on rencontre quelqu'un, c'est bien que ce soit 60% cerveau, 40% le cœur. Ouais, c'est un bon ratio, ouais. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Autre idée reçue, si on le veut, on peut. Et moi-même, je suis la première à le dire des fois. Et des fois, je me dis, en fait, non, c'est faux. On peut pas être autant catégorique en amour. Dire qu'en fait, s'il voulait t'offrir des fleurs, s'il voulait être là pour ton anniversaire, il aurait pris un avion, il serait rentré. Enfin, qu'est-ce que tu penses du si il le veut, il peut? C'est vraiment contextuel. Et plutôt que donner un conseil ou une règle générale, moi, ce que je préfère, c'est aider les personnes à se poser les bonnes questions. À quel niveau vous en êtes dans la relation? Est-ce que tu as clairement communiqué ce que toi, tu attendais de lui par rapport à ce que tu voudrais qu'il fasse? Est-ce qu'il t'a expliqué pourquoi il veut ou il veut pas, ou il peut ou il peut pas? Et en fonction de ça, tu arrives à faire la distinction entre est-ce que c'est mes peurs
peurs ou mes attentes qui sont irréalistes et qui fait que je suis dans s'il le veut, il le peut, ou est-ce que c'est un manque de fait qui montre un manque d'intérêt et d'investissement personnel, et à ce moment-là, en effet, s'il veut, il le pourrait. Et c'est pour ça que dans tous mes coachings, j'évite les conseils pour plutôt aider les gens à se poser ces questions, parce que l'amour, c'est jamais blanc-noir. Il y a toujours une dynamique, une part que moi, je crée dans cette dynamique et une part que l'autre crée dans la dynamique. C'est vrai, ça se voit que toi, tu as vraiment une approche très... tu prends une distance parce que, par exemple, en tant qu'ami, nous, on serait toujours là en mode non, mais meuf, s'il a pas fait, c'est vraiment pas un mec bien, Yes. tu mérites mieux. Et je trouve que c'est vrai qu'au final, on se met toujours du côté de notre copine, mais en réalité, même nous, en réalité, on pourrait faire certaines choses et on le fait pas. Et puis, tu sais pas ce que ta copine a fait dans les jours, les semaines précédentes, si elle jouait le chaud et le froid, si elle menaçait de quitter la relation. Elle peut aussi créer de l'insécurité chez l'autre qui explique le désinvestissement de l'autre. Donc, c'est pour ça que je parle de la dynamique et toujours de comprendre, ok, qu'est-ce que moi j'ai ajouté dans le moulin ou à cette dynamique et quelle est ma part de responsabilité, parce que quand on a de l'insécurité, on a aussi des comportements auto-saboteurs qui sont pas forcément aidants pour créer de la sécurité dans la relation. Travail vs hasard. Le couple est-il le fruit d'un travail constant ou d'une chance de rencontre ? Pour moi, au départ, l'amour, c'est la résultante d'un cocktail chimique, et avec le temps, c'est un choix de faire un travail conscient. L'amour, c'est un actif, c'est un verbe d'action, donc ça s'entretient. Ça demande de maintenir la connexion et d'aller oser aborder des sujets un peu sensibles. C'est ce que ma sœur m'a aussi dit, c'est tous les matins on se réveille et on choisit cette personne. Yes. C'est ça l'amour en fait au final. Et je conseille toujours de le commencer dès le début de la relation, parce que au bout d'un certain temps, ce qui se fait naturellement par la chimie commence à partir, et on a déjà en place les bonnes pratiques pour la suite et pour que ça dure. C'est vrai. En fait, c'est ça le risque avec les personnes qui sont animées par la passion et les coups de foudre. C'est pour ça que les gens ils disent l'amour dure 3 ans au final. Exact. C'est qu'une fois que le coup de foudre il est terminé, il reste plus rien. T'as plus envie de choisir cette personne et tu cherches ton prochain coup de foudre. Exact. Et plus t'as cette addiction au chaos, à l'intensité, et ça vient vraiment de tes schémas amoureux, plus tu vas enchaîner en fait les relations pour revivre cette dose, ce cocktail hormonal des débuts en fait. Enfin, moi, par exemple, quand je rencontre quelqu'un et que la personne me dit oui, ça fait 10 ans que je suis avec mon copain, ça fait 10 ans que je suis avec ma copine, je suis toujours en mode waouh, mais c'est quoi ton secret ? Comme si c'était quelque chose de très difficile d'être 10 ans avec la même personne. Alors qu'en amitié, on n'a aucun mal d'avoir des amitiés de 10 ans, etc. Mais on a l'impression que c'est plus rare en couple. Mais je pense que c'est parce que la majorité des gens n'arrivent pas à avoir ce côté routine où en fait, c'est pas grave de pas être tout le temps amoureux ou obsédé par une personne. Oui, et je pense que les films, l'environnement cinématographique nous ont beaucoup fait penser que le couple, c'est « ils se marièrent et vécurent heureux ». On a rarement des histoires de couple où ils sont mariés et qu'est-ce qu'ils font pour vivre heureux et rester heureux. Personne ne nous apprend. Non, c'est pour ça. Et c'est aussi pour ça que, avec mon livre, mon deuxième livre, j'ai voulu un peu casser ce mythe, parce que pour moi, ce qui va faire qu'un couple reste uni et reste connecté, c'est pas juste de faire des dîners romantiques, c'est pas juste de faire des date nights, de dire je t'aime, c'est aussi de le prouver en osant aborder les sujets qui sont sensibles pour l'un et pour l'autre. Parce que pour moi, et c'est mon avis personnel, être aimé, c'est quand j'ai le sentiment que mon partenaire en face de moi, il me comprend dans toute ma palette, dans mes difficultés, mes sensibilités, que j'ai besoin pour me sentir heureuse en relation. Et c'est presque plus l'habitude d'aller converser et discuter et d'oser aborder ces sujets qui est la preuve d'amour en fait qu'on peut avoir sur l'autre. Même pas tant la résolution du problème. Quand je me sens comprise par l'autre, je suis ouvert à plus de solutions automatiquement. Et c'est quoi ta définition de l'amour ? Pour moi, c'est justement d'oser grimper ces échelles d'approfondissement dans la relation. C'est d'aller de plus en plus en profondeur, de connaître l'autre et de dire, je te vois de plus en plus comme tu es et je choisis de plus en plus de t'aimer. Oh, c'est beau. Il n'y a que nos peurs qui nous séparent de l'amour, donc ça vaut la peine d'aller les adresser. J'aurais tellement aimé qu'on parle encore plus. Je peux vraiment parler pendant des heures et des heures de ce sujet. Merci beaucoup à toi, Sandy, d'avoir participé à mon podcast. Je peux te faire un vocal. Merci beaucoup pour l'invitation et puis pour l'échange. Et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à vous abonner du coup à ton podcast qui s'appelle
S'ouvrir à l'amour. Et n'oubliez pas d'acheter le livre. Il vient de sortir, il est disponible dans toutes vos librairies. Il est aux éditions Erol. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un commentaire. Dites-moi si vous voulez que je réinvite Tandy au podcast, si vous avez d'autres questions à poser. N'oubliez pas de mettre 5 étoiles au podcast sur la plateforme de votre choix. Abonnez-vous sur Instagram à Je peux te faire un vocal, Impératrice Sou. Et c'est quoi ton hâte? Sandy Kaufman _love coach. Donc je vous mets tous les liens en description. Merci d'avoir écouté et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bisous.